Merci Jean-Marie de me donner l'opportunité de faire cette présentation qui, on va s'éloigner fortement de la science pour rentrer dans des applications, donc des batteries lithium-ion, en particulier pour l'intégration des énergies renouvelables, service au système électrique et enfin les centrales hybrides. Alors cet exposé sera décomposé en 5 parties. Tout d'abord, une introduction sur la société Storan Forecast et la problématique que l'on adresse, notamment sur les énergies renouvelables. Ensuite, un rappel du problème des énergies intermittentes et les solutions qu'apportent les batteries et le stockage d'énergie. Et puis enfin, 3 exemples très concrets d'applications industrielles. Alors, je fais, sans vouloir faire de publicité, c'est juste pour me présenter. Je dirige une société qui s'appelle EDF Storan Forecast, donc, qui est une start-up qui est issue de EDF Recherche et Développement et des filiales maintenant d'EDF Énergie Nouvelle. Et cette société a été constituée il y a maintenant 3 ans après des travaux de recherche et développement qui ont eu lieu en particulier sur l'île de la Réunion. En 2000, EDF a installé la première batterie sodium-soufre, qui fait écho effectivement au lithium-soufre qu'a présenté Jean-Marie Tarascon. Et donc cette batterie sodium-soufre d'1 MW, 7 MWh, était installée sur un poste source d'EDF sur l'île de la Réunion. Et cette batterie a été développée pendant les années 80-90 par la société NGK pour aboutir à des dispositifs industriels. Ce qui fait que ces batteries sodium-soufre existent. Des batteries lithium-soufre, c'est parce qu'il existe en fait une membrane céramique qui s'appelle l'ETA et qui est conductrice aux ions sodium et qui résout en fait une grande partie de tous ces problèmes de migration, notamment des polysulfures S4 et S5 du sodium. Parallèlement, ce sont des batteries qui sont chaudes où le sodium est liquide et donc il n'y a pas ces problèmes de dépôt dendritique et donc qui permet une très grande réversibilité de ces batteries. Donc cette batterie a été installée sur l'île de la Réunion en 2009 et on s'est rendu compte rapidement que l'énergie photovoltaïque allait aussi se développer sur ces territoires. Et la question s'est posée de voir comment on pourrait utiliser cette batterie pour tester la gestion de l'intermittence de ces renouvelables afin d'anticiper leur venue et de trouver des solutions. C'est à l'issue de ces travaux de recherche finalement que la société a été constituée pour valoriser et commercialiser des logiciels de prévision des ENR et d'optimisation énergétique afin de piloter des batteries lorsqu'elles sont connectées à des moyens de production. Voilà, j'arrête pour ici la page de pub. Donc pour rappeler maintenant effectivement les éléments de contexte en fait, qui sous-tendent ça et qu'il convient de rappeler. Donc il faut savoir que depuis environ 7 à 8 ans, le prix des panneaux photovoltaïques a fortement décru de manière vraiment spectaculaire. On était rendu à 50 centimes du watt crête il y a encore 2 ans. Maintenant, on trouve des panneaux en Chine à 30 centimes du watt crête. Ce qui veut dire qu'on est en capacité maintenant de produire de l'énergie photovoltaïque à des prix défiant quasiment toute concurrence, entre 30 et 70 euros par mégawattheure. Donc pour comparaison, le PER est à 140, l'éolien sera à 80, donc ça vous donne une idée de la compétitivité de ces énergies. Parallèlement, Jean-Marie Tarascon l'a mentionné, on a eu aussi une très forte décroissance du prix des batteries, environ d'un facteur 3 depuis 5 ans. Donc on est autour de 300 euros par mégawattheure. Et cette décroissance rapide a été essentiellement tirée par l'émergence du marché des véhicules électriques, des véhicules hybrides, et donc de toutes ces gigafactories dont on entend en particulier celle de Tesla, mais il y en a aussi en Corée du Sud, en Chine, au Japon. Et donc ces batteries sont à des prix extrêmement intéressants. Troisième élément, c'est l'introduction du digital dans les systèmes électriques, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir mesurer énormément d'informations en grande quantité, de pouvoir les rapatrier et les traiter. Et puis enfin, des politiques publiques qui sont extrêmement favorables à la transition énergétique, donc la LTE en France, la Energiewende en Allemagne. Tout cela pour dire que cette accumulation de facteurs est en train de conduire à une mutation très très forte du système électrique qui, jusqu'à présent, est un réseau unidirectionnel avec des unités de production, un réseau de transport, un réseau de distribution, des consommateurs, pour arriver finalement dans le futur à un réseau
de circulation de l'électricité, où l'énergie sera produite de manière décentralisée, mais aussi toujours de manière centralisée, et qui va ouvrir des opportunités sur le stockage d'énergie. Vous avez ici sur ce slide une synthèse, je dirais, des derniers appels d'offres dans le monde pour des projets d'installation solaire ou éolienne. Et donc, vous pouvez constater que, par exemple, aux Émirats arabes unis, les appels d'offres ont conduit à des projets pouvant produire de l'énergie photovoltaïque à 30 $ le mégawattheure. 30 $ le mégawattheure, c'est moins cher que le nucléaire en France, qui est déjà en partie amorti. Au Maroc, on peut sortir de l'éolien à 28 $ le mégawattheure. On est à 48 $ le mégawattheure. Et l'histoire n'est pas finie puisque tous ces projets ont été réalisés ou vont se réaliser avec des panneaux à 50 centimes du watt crête. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore un potentiel de baisse de ces énergies renouvelables intermittentes. Et donc on est face à une vague réellement importante, je dirais même presque un tsunami d'énergie renouvelable intermittente sur nos futurs systèmes électriques. Alors bien sûr, tout cela va avoir des opportunités puisque le système électrique va changer. D'introduire du stockage pour effectivement arriver à les gérer. Tout d'abord, au niveau d'un producteur. Donc, vous avez ici en haut à gauche une unité de production, par exemple une centrale hydraulique ou thermique, qui a plusieurs fonctions. La première, bien sûr, c'est de produire de l'électricité sur le réseau, mais qui a aussi une fonction de ce qu'on appelle une réserve primaire, à savoir qu'elle doit toujours conserver une partie de sa production, une partie de sa puissance en réserve, au cas où une autre centrale serait en défaut. En fait, il s'agit d'éviter ce que les banquiers n'avaient pas imaginé au moment de la crise financière en 2008, c'est-à-dire d'éviter le risque systémique. À savoir que lorsqu'une centrale tombe, il ne faut pas que tout le système électrique tombe. Et donc pour cela, il convient d'avoir des unités de production d'une taille suffisamment petite, mais deuxièmement, d'avoir une réserve permanente de telle sorte à ce que l'ensemble des autres centrales puissent prendre immédiatement le relais, de sorte à ce que la fréquence puisse être toujours maintenue à 50 Hz. Ce que l'on voit maintenant, des unités de production qui sont complétées avec des batteries pour faire effectivement cette réserve primaire. Je donnerai quelques exemples ensuite. Ensuite, on va retrouver des batteries au niveau des réseaux. Alors, ça peut être sur le réseau de transport. Typiquement, RTE imagine maintenant ce qu'on appelle des lignes virtuelles, à savoir qu'entre deux points, plutôt que de renforcer ou de faire une nouvelle ligne, l'idée c'est de mettre une batterie en aval et en aval, et de faire transiter de l'énergie au moment où la ligne est moins chargée, de telle sorte à optimiser son transit. Donc c'est beaucoup plus facile de développement, et d'un point de vue économique, et même d'un point de vue, je dirais, acceptation par les populations. Bien sûr, au niveau des producteurs renouvelables, un enjeu maintenant à mettre du stockage, puisque à force d'introduire massivement de ces énergies sur le réseau, on va le voir, elles vont commencer à perturber l'équilibre. Et donc le stockage d'énergie va permettre de lisser l'intermittence, de faire du report d'énergie. Je vous donnerai quelques exemples. Et puis enfin, lorsqu'on va en aval dans le système électrique, donc chez les consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers, résidentiels ou industriels, on va trouver aussi des opportunités d'introduction du stockage d'énergie pour, d'une part, lisser la demande, mais aussi réduire la puissance souscrite. Par exemple, en Californie, vous avez des cas où la puissance souscrite chez un industriel est la moyenne de la puissance maximum atteinte le dernier mois. Ce qui veut dire que si vous mettez une batterie, eh bien, on est en capacité de réduire cette puissance souscrite et donc finalement de faire des économies auprès de cet industriel. Donc on voit bien que les batteries peuvent maintenant s'insérer dans différents cas de ce qu'on appelle des business cases qui vont du producteur au transporteur jusqu'au client final. Mais revenons aux énergies renouvelables intermittentes et en particulier les problématiques qu'elles posent. Alors, sur ce transparent, j'ai cherché à résumer au fond quels sont les trois principaux problèmes que pose l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne. On peut résumer ce problème en l'accent sur trois temporalités. La première, c'est celle du jour, voire de la semaine. Donc vous avez en haut une courbe qui vous résume l'équilibre offre-demande d'un système électrique 100% renouvelable avec en bas du fil de l'eau. En jaune, c'est la production solaire. En vert, une production par biomasse. En bleu, de la production éolienne. Et en rose, production hydraulique. Donc un mix 100% renouvelable.
Ce que l'on voit, c'est que sans moyen de stockage, avec une très forte production qui est fatale, une production éolienne qui est fatale aussi, de la biomasse qui est aussi fatale puisqu'il s'agit en l'occurrence dans ce cas d'écouler de la bagasse, donc qui est le résidu de la canne à sucre, on va être contraint, puisque dans ce cas-là on n'a pas de moyen de stockage, de perdre de l'énergie, qu'on voit ici schématisée en noir, en déconnectant une partie de la production photovoltaïque. Donc ce que l'on voit, c'est que l'introduction massive de renouvelables intermittents, qui n'est pas dispatchable, donc on ne peut pas arrêter de produire, ou plutôt qu'on ne peut pas produire au moment où on le désire, va nécessiter de déconnecter une partie des ouvrages et donc de perdre de la production. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème va se poser à l'échelle de la minute et il s'agit de l'intermittence de la production renouvelable. Alors, du fil des nuages, du fil du vent. Donc c'est cette variabilité naturelle qu'ont ces énergies au cours de la journée. Lorsqu'on cherche à régler un équilibre offre-demande, à savoir qu'il y ait toujours autant d'électricité consommée que d'électricité produite, lorsqu'il y a une forte variation de la production solaire, parce qu'un nuage s'installe au-dessus d'un territoire ou d'une île, ce que l'on peut voir ici sur cette courbe, c'est qui est vraiment emblématique sur l'île de la Réunion, c'est qu'on peut perdre en l'espace de quelques minutes 50% de la production photovoltaïque. 50% de la production photovoltaïque, si elle n'a pas été prévue, eh bien, ça peut amener très rapidement à un tel déséquilibre que la fréquence va passer en dessous de 50 Hz et qu'il sera impossible de rattraper le réseau. Et malgré les plans de délestage, on peut aller au blackout. Actuellement, les moyens techniques qui sont à notre disposition, dans des systèmes iliens par exemple, pour régler cette forte variabilité, c'est d'allumer un moteur thermique. Et ce moteur est mis à un régime qui est loin de la puissance nominale, et donc ce moteur va gérer les plus et les moins de la production photovoltaïque. Donc on comprend bien que ce n'est pas une solution tout à fait optimum, puisque d'une part on perd le bénéfice environnemental de la production photovoltaïque à cause d'un moteur qui est extrêmement mal réglé, puisqu'il est loin de son fonctionnement optimum, et puis d'un point de vue aussi économique. Donc on a de vue qu'effectivement l'intermittence de cette production est un vrai sujet lorsqu'on introduit sur un système électrique. Enfin, lorsqu'on va descendre encore à des temps encore plus courts, à l'échelle de la seconde, voire inférieure, on va retrouver ce qu'on appelle des problèmes d'inertie sur un système électrique. Alors, l'inertie, c'est quoi? C'est cette capacité qu'a le système électrique à être résilient lorsqu'il y a un incident. Par exemple, on perd un groupe de production et la fréquence va commencer à baisser avec un gradient qui va dépendre de l'inertie du système. Et cette inertie, en fait, c'est les masses tournantes qui sont couplées au réseau. Alors ces masses tournantes, de la production hydraulique, celle de la production thermique. Ce que l'on comprend, c'est que si on va aller sur un système purement photovoltaïque, donc avec zéro masse tournante, au premier incident, finalement, le gradient serait extrêmement fort et donc il serait impossible de rattraper cette baisse de fréquence et donc on irait là encore au blackout. Donc l'introduction d'énergie photovoltaïque non seulement introduit de l'intermittence, mais elle enlève aussi de l'inertie, puisque pour chaque mégawatt de photovoltaïque introduit, à midi par exemple, c'est autant de mégawatts en moins de machines tournantes qu'il y a sur le système électrique. Et donc on va à un moment se retrouver avec un hiatus qui est quelle est la juste quantité de masse tournante que l'on doit garder. Et pour cela, d'un point de vue empirique qui a été confirmé par des résultats aussi théoriques sur les systèmes électriques, on ne sait pas gérer actuellement sans batterie un système électrique où la production photovoltaïque et éolienne dépasse 30% de la demande en puissance. Donc par exemple, je reprends encore mon exemple de la Réunion, un dimanche à midi où la demande est à 450 MW, on ne peut pas avoir plus que 150 MW de photovoltaïque et d'éolien couplés au réseau à ce moment-là. Parce que si on dépasse et qu'il y a un incident, eh bien, le dispatcher n'a absolument pas le temps de rattraper la situation en lançant une turbine à combustion, un diesel ou en démarrant de l'hydraulique. Donc on est clairement gêné par ce 30% qui en puissance ne représente au fond que 4 à 5% en énergie. Et donc on voit qu'on est très très loin des ambitions énergétiques qu'il y a sur ces territoires, typiquement d'atteindre de l'autonomie énergétique à 2030. Donc comment passer au fond de 4 à 5% d'énergie renouvelable à 100% d'énergie renouvelable? Alors c'est là que le travail des chercheurs en électrochimie est très important, puisqu'il a permis
je dirais, élaborer des batteries, en particulier des batteries lithium-ion, et qui vont apporter maintenant des solutions. Alors, je vais reprendre maintenant les problèmes et puis montrer en quoi, d'abord un peu de manière théorique et après ensuite de manière pratique, comment cela s'est mis en place. Alors, si on reprend l'argumentaire précédent, à savoir des problématiques de transfert d'énergie, bon, on voit bien que si on est en capacité de transférer l'énergie avec une batterie à des coûts, à des conditions économiques et avec des rendements énergétiques tout à fait acceptables, on est en mesure à ce moment-là de stocker les excédents de production à midi, puisque c'est bien là en fait qu'il faudra stocker, c'est à midi, pour finalement décaler de la production plus tard, notamment en soirée lorsque la pointe électrique arrive. Alors, cette technique de stockage, elle peut se faire d'une part avec des batteries, mais aussi avec des moyens hydrauliques, comme des stations de turbinage-pompage, voire des combinaisons de stations de turbinage-pompage avec des batteries lithium-ion. Il y a maintenant un projet qui vise à avoir des stations de turbinage-pompage de manière très basique, avec juste des pompes et des turbines qui démarrent on-off, et de confier aux batteries, finalement, toute la gestion, je dirais, dynamique des arrêts-démarrage et de gestion de la fine dentelle de la puissance. Donc, premier cas du stockage pour le transfert d'énergie. Juste pour mes mots, la batterie sodium-soufre qui avait été installée à La Réunion au départ avait cette application de transférer l'énergie entre de la production de nuit, alors là qui était bagage charbon suivant la période de l'année, et de produire sur une turbine à combustion le soir. Deuxième cas d'application, c'est le lissage de l'intermittence. Donc là, on va rentrer vraiment dans les qualités intrinsèques des batteries, c'est-à-dire cette capacité à délivrer de manière très rapide de la puissance, en soutirage ou en injection, donc des charges ou des décharges, et de pouvoir faire ces cycles-là de manière très rapide. Et donc cette capacité à pouvoir répondre dynamiquement est tout à fait complémentaire, au fond, avec l'intermittence de la production photovoltaïque. Et donc, ce faisant, elle va limiter la mobilisation de groupes thermiques, au fond, pour gérer cette intermittence. Enfin, lorsqu'on regarde d'un point de vue inertie, ce que l'on regarde ici sur ces simulations, c'est que lorsqu'on introduit une batterie qui va répondre de manière dynamique à une déviation de fréquence, eh bien, on va recréer ce qu'on appelle une forme d'inertie synthétique avec une batterie et sa conversion de puissance, de telle sorte à ce qu'il puisse répondre très rapidement à cet écart. Donc, ce qu'on voit ici sur cette figure, c'est que la courbe en noir, c'est la chute de fréquence que l'on a, par exemple, sur le système électrique guadeloupéen, en cas de perte d'un des principaux groupes de production. Donc, cette chute de production de fréquence tombe à pas loin de 40. Je vois pas très bien, je crois qu'on est pas loin des 47 Hz. Donc on n'est pas loin des derniers crans de délestage. Et ce que l'on voit sur cette courbe-là, c'est qu'en introduisant finalement des batteries, on va améliorer le gradient de fréquence, donc c'est-à-dire cette baisse de fréquence au fur et à mesure que le système est en défaut, et que finalement, avec quelques mégawatts de batterie sur le système guadeloupéen, on est en capacité de limiter cette perte de fréquence lorsqu'il y a un incident. Et donc finalement, d'autoriser beaucoup plus de renouvelables parce qu'on est capable de gérer un aléa. Voilà, donc maintenant j'ai brossé un peu les trois grandes problématiques du renouvelable, intermittent et des solutions que l'on peut apporter avec du stockage. Donc, je vais vous donner maintenant quelques exemples avec quelques photos de réalisation industrielle. Donc, la première consiste au lissage et la garantie du photovoltaïque dans les territoires et départements d'outre-mer. Alors, il s'agit de projets qui ont été lauréats à un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie en 2011, puisque, comme je vous l'avais indiqué, il était devenu impossible de développer plus d'énergie renouvelable dans ces territoires du fait de la limitation à 30% de ces ENR. Donc, pour régler cela, la Commission de régulation de l'énergie a lancé un appel d'offres en 2011 pour des fermes solaires avec batterie. Donc, c'est vraiment une démarche pionnière qui était unique au monde et qui a fait, je dirais, la France un des leaders dans le domaine. Donc,
vous avez ici deux exemples de centrales solaires. Donc une centrale solaire de 5 MW crête en Guyane, donc département d'outre-mer, ferme de 5 MW crête, donc en forme de chevron, avec des batteries que vous avez ici donc dans des containers, qui est maintenant la forme la plus répandue des batteries lithium ou sodium en format industriel. C'est du container marine, 20-40 pieds, donc qui est assemblé en usine et transporté par bateau. Donc dans ces containers, on va retrouver les modules batteries. Il s'agit en l'occurrence de batteries donc sodium chlorure de nickel, donc des petites cousines des batteries sodium soufre, d'une capacité de 4,5 MWh, 1,5 MW. Alors que fait-on de ces batteries? Sur cette figure est à peu près résumé tout ce qu'on peut faire en termes de lissage d'intermittence. Dans l'appel d'offres de la Creux, le cahier des charges pour injecter l'énergie photovoltaïque au réseau est de construire une courbe qui va se décomposer en 3 temps. Le premier va être d'avoir une injection à partir du lever du soleil avec un gradient de puissance qui est contrôlé, donc c'est la courbe en bleu, puis un plateau de production qui doit être au maximum de 40% de la puissance crête installée. Donc là, en l'occurrence, si c'est 5 MW crête, on va être à 2 MW crête. Ce plateau doit être et stabilisé avec une très faible tolérance. Et puis ensuite, une phase de descente jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est la règle du jeu. Ce que l'on voit sur la courbe rouge, c'est la production photovoltaïque telle qu'elle aurait été si elle avait été injectée librement sur le réseau. Donc ça, c'est la centrale photovoltaïque ancien modèle, celle qu'on ne peut plus faire dans un département d'outre-mer. Et donc vous pouvez constater que l'intermittence du photovoltaïque est particulièrement spectaculaire. Alors on est en Guyane, donc avec des météorologiques de type tropicaux, avec des pluies abondantes. Quand il ne pleut pas, il fait beau. Quand il fait beau, il pleut. Et vous voyez autant de fois qu'il y a de variations sur cette courbe. Donc, gérer un système dans ces conditions avec que du photovoltaïque, c'est juste impossible. On comprend tout de suite. Lorsque ce projet a été dimensionné en termes de stockage, en 2011, le prix des batteries était important. Et il a été pour des raisons économiques, de ne pas chercher à stocker le dernier kilowattheure. Ce n'était pas économique, compte tenu des éléments de prix qui étaient sur la table. Et donc, ce qui explique pourquoi, dans cette ferme de Toucan, on vient de manière dynamique les onduleurs solaires, donc c'est la courbe verte, c'est-à-dire qu'on vient volontairement perdre une partie de la production solaire, qu'on ne sait pas la stocker. La batterie va être arrivée à soit à sa puissance maximum, charge, soit à son état de charge, à son soc maximum. Donc ça, c'est la courbe verte. La courbe rose, c'est le profil de charge et de décharge de la batterie donc, sur une journée. Et donc, la courbe enveloppe, c'est en fait la puissance de charge de la batterie en fonction de son état de charge. Donc ce que l'on voit, c'est que la batterie est très, très sollicitée et que la somme des deux courbes, le vert et le rose, donne cette courbe bleue que l'on voit au poste de livraison sur le système électrique. Donc grâce aux batteries, il est possible de transformer une énergie qui est intermittente en une énergie qui est lissée, prévue et garantie. Et donc ça, c'est le gage d'un développement massif de ces énergies dans les réseaux électriques. Alors, juste pour faire un petit peu d'histoire, en 2010, on produisait de l'énergie photovoltaïque, le rouge, donc sans batterie, autour de 600 € le mégawattheure. Donc c'était vraiment la période faste des développeurs photovoltaïques dans les îles. Il y a eu ensuite le moratoire, il y a ce système des 30%. Ces fermes solaires maintenant photovoltaïques avec batterie, donc ce sont des modèles qui ont été conçus en 2011 et mis en service en 2014, produisent à 450 MWh. Donc vous voyez qu'on est passé de 600 à 450, donc une batterie, avec quelque chose qui est non plus intermittent, mais qui est garanti. Et les prochains modèles de centrales solaires à stockage, donc ceux qui sont en train d'être construits et qui devront répondre à un cahier des charges un tout petit peu différent, sont maintenant à 2 € du kilowattheure, du mégawattheure. Donc ce que l'on voit, c'est que la baisse du prix des panneaux, du prix des batteries, a permis d'avoir maintenant des centrales
qui ne produisent plus de manière intermittente, mais qui vont produire en journée de manière lissée et contrôlée, vont même pouvoir injecter de la puissance à la pointe, entre 19 et 21 heures, et à des prix 3 fois inférieurs que ce qu'on avait il y a 7 ans. Donc on voit que les progrès techniques et industriels sont considérables et permettent maintenant un développement massif de ces énergies renouvelables. Alors on est encore loin des prix qu'on a en Europe, mais clairement dans des systèmes iliens, c'est une solution et elle bat sans aucune difficulté toutes les productions thermiques. Alors je vais passer maintenant à un autre exemple d'application des batteries. Donc les services de réserve primaire ou de réglage de fréquence. Donc, comme je l'avais indiqué préalablement sur les problèmes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système électrique, c'est un équilibre entre une offre et une demande, et que cet équilibre en fait est matérialisé par la fréquence du réseau. Lorsque l'équilibre est parfait, on est à 50 Hz. Lorsqu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, la fréquence est en dessous de 50 Hz et réciproquement. Ce que l'on comprend aisément, c'est que lorsqu'on de ces énergies renouvelables, au-delà de la perte d'inertie et donc de cette déstabilisation accrue de la fréquence en cas de sur le réseau, on va avoir des variations et des déviations beaucoup plus récurrentes de cette fréquence sur les réseaux. Et c'est la raison pour laquelle certains gestionnaires de réseaux de transport, RTE, alors pas RTE en France, mais PJM aux États-Unis, donc qui est un opérateur de réseau de transport électrique qui est sur la zone Pennsylvanie, New Jersey, Maryland, a créé une place de marché pour que des opérateurs viennent installer des batteries sur le réseau et proposer des services à des fins de réglage de fréquence. Donc vous avez ici un exemple concret d'un site qui a été développé par EDF Renewable Energy, donc c'est la filiale d'EDF aux États-Unis, et qui a installé donc 20 MW de batterie lithium-ion, donc c'est une technologie lithium fer phosphate, 8 MWh, sur un site près de Chicago, et donc qui injecte sur le réseau moyenne tension. Donc cette batterie a été qualifiée et elle doit répondre à un signal qui est envoyé toutes les 2 heures par le gestionnaire de réseau et qui est en fait le miroir de la variation de fréquence sur le réseau américain. Donc ce que l'on peut voir, c'est que la batterie a une puissance qui oscille très régulièrement entre 20 MW, plus 20 MW, et avec des puissances intermédiaires. Donc là, tout le travail, bien sûr, de gestion de cette batterie consiste à, je dirais, profiter des tolérances pour être en légère déviation, pour ne jamais être pleinement chargé ou pleinement déchargé, puisqu'à ce moment-là, on serait en défaillance, puisqu'on aurait perdu une de nos possibilités. Donc cette batterie a été mise en service en fin 2015 et en opération depuis un peu plus d'1 an. Il y a actuellement 200 MW de raccordés sur la plaque PJM avec des batteries lithium-ion. Et ça en l'espace de même pas 3 ans. Un autre exemple d'application des batteries lithium-ion pour le réglage de fréquence, maintenant on va en Europe, et en particulier en Allemagne, donc dans une Stadtwerke, donc qui est un producteur allemand, et donc qui a installé 90 MW de batteries lithium-ion pour fournir des services aux électriques allemands. Alors pourquoi a-t-il fait cela ? Essentiellement parce qu'à un moment, les prix de l'énergie se sont retrouvés très très bas, à tel point qu'il devenait plus économique de démarrer des centrales charbon. Pourtant, ces opérateurs électriques devaient quand même les allumer pour fournir la réserve qui est due au système électrique. Au même moment, les gestionnaires de réseau allemands ont mis en place là aussi une place de marché pour le réglage de fréquences. Et donc, les calculs économiques ont montré qu'il était intéressant d'installer des batteries lithium-ion pour fournir. Alors là, c'est 15 MW, 15 MWh. Les Allemands sont un petit peu plus précautionneux. Ils demandent une demi-heure en charge et une demi-heure en décharge, alors que les Américains ne demandent qu'un quart d'heure. Donc, ce qui conduit à des dimensionnements d'environ 1 heure par mégawatt installé. Et donc, ils sont à l'installer en pied de centrale, comme vous pouvez ici le voir. Donc, les batteries sont avec leur conversion de puissance dans ces containers, avec le transformateur dans le petit local qui est avec le système de refroidissement. Donc 90 MW ont été installés en l'espace d'1 an et il y a environ une cinquantaine de mégawatts qui sont en développement en Allemagne.
L'année prochaine, environ 200 MW vont être installés en Grande-Bretagne, puisque National Grid a lancé un appel d'offres il y a à peu près 6 mois. Et donc les lauréats maintenant sont connus. Et 200 MW de batteries, là aussi, vont être installés au UK pour fournir exactement le type de service. Donc ce que l'on voit, c'est que maintenant, les technologies lithium-ion ont tellement progressé, sont à des coûts tellement compétitifs, qu'elles permettent des applications qui, il y a encore 5 ans, étaient presque à peine imaginables de manière industrielle. Alors, dernier exemple de mon exposé, c'est l'hybridation des centrales thermiques. Alors, pourquoi ce sujet? C'est un sujet quand même qui est important, puisqu'il faut savoir qu'il y a environ 2 milliards d'êtres humains sur la planète qui n'ont pas accès à un réseau d'électricité, dont 700 millions en Afrique, et avec la démographie que l'on connaît dans les années qui viennent. Dans ces cas, l'électricité, quand il y en a, elle est produite au moyen de groupes électrogènes, avec des coûts de production qui sont à minima de 300 $ par mégawattheure. Alors, ces groupes électrogènes sont en quantité considérable. Il y a environ 600 gigawatts de groupes électrogènes dans le monde comme ça. Juste pour rappel, il y a 100 gigawatts de puissance électrique installée en France. Donc on voit qu'il y a une immense partie qui est alimentée avec des groupes électrogènes et du fuel, bien sûr, avec des coûts astronomiques qui limitent totalement en fait, leur développement économique. Et donc c'est vraiment un des gros freins du développement de ces contrées. On sait maintenant que, compte tenu des potentiels d'irradiance dans ces zones-là, qu'il est possible, et il y a des projets qui existent maintenant, il est possible de produire à 100 $ le mégawattheure en photovoltaïque. Et donc on comprend bien que aller réduire la consommation de ces groupes électrogènes avec de la production solaire, donc hybridée, donc mix de moyens, est une solution locale, finalement, de produire de l'énergie. Il faut savoir aussi que le baril est à 50 $, donc lorsqu'il va commencer à réaugmenter, ce 300 $ par mégawattheure va en plus croître. Donc c'est une solution locale qui est complètement désensibilisée du prix futur des hydrocarbures et qui favorise bien sûr l'indépendance énergétique de ces pays. Donc c'est un enjeu vraiment majeur que d'arriver à développer ces technologies, et pour cela, les batteries lithium-ion sont vraiment clés pour y arriver. Pourquoi? Parce que actuellement, l'hybridation des centrales hybrides se fait avec des batteries au plomb, et cela pose énormément de difficultés. Alors, vous avez ici à gauche un local, typiquement là, sur une centrale hybride qu'exploite EDF en Guyane, sur un site isolé dans ce qu'on appelle les communes de l'intérieur, donc sur le village de Caux. Donc c'est un local dédié avec des systèmes anti-explosion, la détection hydrogène, tout un tas de qui se promènent à l'intérieur, bien sûr, on est dans la jungle. Et donc ces batteries plomb sont assez complexes à gérer. Complexes parce que tout d'abord, il faut vérifier régulièrement les niveaux d'eau. Il faut mettre de l'eau distillée. Alors quand le gars de la maintenance est à peu près sobre, eh bien, il met de l'eau distillée, et quand ce n'est pas le cas, il met autre chose dans les batteries, donc ce qui peut conduire à des vrais problèmes. Et encore, on a affaire à du personnel qui est formé. Donc je vous laisse imaginer dans des zones où les gens n'ont aucune éducation, comment ils peuvent faire la maintenance de telles batteries. Ces batteries sont extrêmement sensibles aussi à des cycles de charge-décharge qui sont chaotiques. Il faut savoir qu'une batterie plomb, lorsqu'on la charge, il faut finir sa charge, il faut la déstratifier pour homogénéiser l'électrolyte, puisque le sulfate, l'acide sulfurique en fait, est un produit de réaction. Lorsqu'on charge la batterie, cet acide sulfurique étant plus lourd, vient couler au fond de la batterie, et donc on vient stratifier les électrodes, ce qui fait que lorsque on vient démarrer la décharge, ensuite on la démarre sous stratification, ce qui fait endommager les électrodes, là où il y a des surconcentrations d'acide sulfurique. Donc on est obligé d'avoir des systèmes de déstratification, on fait buller l'électrolyte de manière assez importante, et pour faire buller l'électrolyte, bien sûr, il faut avoir de l'énergie. Quand on a uniquement le solaire, c'est un peu compliqué, donc c'est-à-dire qu'il faut des groupes électrogènes pour venir préserver les batteries. Autre problème, c'est les rendements. On est sur des rendements à 70%, donc ce qui est quand même problématique. On fait une grosse partie de la production.
La durée de vie, on est sur des batteries plomb qu'on utilise uniquement à 30% de delta de sol. Il y a sur 100 kWh, en fait, on ne va vraiment exploiter que 30 kWh. On va pouvoir tirer au maximum 2500 cycles. Et puis, enfin, des problèmes de puissance, puisque bon, les batteries plomb, c'est forcément des batteries avec des régimes de décharge extrêmement puissants, de manière continue. On peut tirer de la puissance de manière épisodique, mais de manière continue, elles sont moins adaptées. Et donc, ce que j'ai résumé ici, finalement, c'est tous les avantages des batteries lithium qui surclassent quasiment sur tous les compartiments les batteries plomb. Typiquement, une batterie lithium-ion, c'est pas de maintenance. C'est juste des ventilateurs à vérifier, des filtres à nettoyer. Voilà. Il n'y a aucune pièce, aucun électrolyte à changer. Les rendements énergétiques sont autour de 95% sur la partie batterie, hein, donc DC-DC. Je n'ai pas mis la partie conversion onduleur et chargeur. On est sur des durées de vie de 5000 cycles maintenant, garanties par des constructeurs, avec une courbe de charge garantie. Donc ça veut dire que s'il y a une défaillance dans l'intervalle, le constructeur la change. Une compacité extraordinaire, 600 Wh par litre. Donc ce qui fait qu'on est capable de mettre dans un conteneur ce qu'il aurait fallu quasiment pour plusieurs salles comme celle-ci avec des batteries plomb. Donc cette compacité, elle va se traduire dans des gains économiques en termes de génie civil, d'implantation, de facilitation. Et puis enfin, l'amplitude d'utilisation. On peut utiliser une batterie lithium-ion entre 5 et 95% sans aucune difficulté. Donc cet accumulation d'avantages fait qu'on est maintenant en capacité de concevoir des centrales, ce qu'on appelle hybrides, donc qui vont cumuler des groupes thermiques, puisqu'ils sont déjà présents sur les sites, avec de la production solaire, et de telle sorte à ce qu'on puisse effectivement réduire le coût de production. Donc vous avez ici, et ça sera mon dernier slide, un exemple de centrale hybride. Donc on voit la courbe en jaune ici, c'est la production solaire, donc, qui est générée sur site. Et puis en rouge, c'est la courbe de production des groupes électrogènes, donc qui la nuit vont suivre la demande. Et puis lorsque la production solaire va commencer à monter, on va pouvoir éteindre progressivement ces générateurs, fonctionner que sur les batteries et la production photovoltaïque. Donc on va arriver à un moment, on va pouvoir fonctionner ce qu'on appelle en mode îloté. On n'aura plus aucune machine tournante sur ce petit microgrid et avoir uniquement de l'électricité sur les batteries et les batteries et la production photovoltaïque qui vont alimenter les consommateurs. Et puis alors, dans cet exemple, la batterie n'est pas surdimensionnée, donc on n'a pas cherché à faire la pointe le soir. On rallume après progressivement les générateurs et puis on vient raccrocher la courbe de demande ensuite dans la nuit. Alors ce qui est intéressant en fait dans ces systèmes, c'est que maintenant on est en capacité d'accompagner la croissance économique ou de réduire les coûts de l'électricité, donc ce qui va permettre aussi du développement économique, en introduisant la production solaire avec des batteries lithium-ion. Et donc ça c'est vraiment un sujet d'avenir. En cela, je dirais, les prochains développements des batteries lithium-ion, la réduction de leurs coûts, puisqu'elles sont encore à 300 € du kilowattheure, permettra d'aller encore plus loin dans ces taux d'hybridation. Un jour, d'avoir des groupes électrogènes uniquement en secours lorsqu'il y a des périodes de mauvais temps un petit peu prolongées, que là, vraiment, on ne peut pas non plus surdimensionner à l'extrême les batteries. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.